Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai la chance d'accompagner votre profession depuis maintenant quelques années. Ne sachant pas ce qu'allait advenir et ce qui est arrivé récemment, ce qu'on avait un peu anticipé en se disant que votre profession était une profession d'experts, donc de sachants, et peut-être insuffisamment leader, insuffisamment chef d'entreprise, et que le fait d'être très expert, disposé à être au service d'eux, en d'autres termes d'être exécutant, et pour éviter d'être exécuté, qu'il fallait peut-être être un peu plus chef d'entreprise et leader. Et on évoquait ça il y a 2 ans et demi sans du tout savoir que la loi Pacte allait arriver. Donc ça a été un peu un choc, même pour moi qui étais à vos côtés mais hors profession, de voir ce que vous avez traversé. Ce que j'aimerais partager maintenant avec vous est né de mon écoute d'experts comptables aussi et de CAC sur ce que vous avez vécu, pas uniquement sur la pratique de vos métiers, mais ce que vous avez vécu en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que manager, parce que vous avez des collaborateurs à accompagner. J'étais dans un groupe tout à l'heure, attendre des collaborateurs et des collaboratrices. J'en ai une en face de moi, à côté de Benoît. Benoît, d'ailleurs, très heureux de la collaboratrice qui est à côté d'elle. Merci Benoît pour le fait d'être venu. Et qui disait simplement, ce qu'on aimerait, c'est être rassuré pour notre avenir. Et je ne sais pas où il est, celui qui était à tes côtés, qui dirige un des cabinets de CAC, qui lui disait « On est d'accord, mais on n'en sait pas plus que vous ». Donc, difficulté managériale sérieuse, comment éclairer mon collaborateur, qui a le droit d'attendre de moi, de manager, de l'éclairer, sachant que je ne suis pas plus éclairé que lui ou qu'elle. C'est pas simple à vivre forcément humainement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce que j'aimerais simplement voir avec vous, c'est essayer de vous donner des repères sur comment traverser ce qu'on peut qualifier d'épreuve où on a très peu de visibilité. Je vois dès que le mot « avenir » est prononcé, on a l'impression que c'est en flou. Vous savez Alors, ce que tu disais, Olivier, moi, ma petite expérience, c'est que moins il y a de visibilité, plus il faut de vision. Moins il y a de visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur et où et comment on peut aller, plus il faut de vision intérieure sur qui on est et pourquoi on agit. Vous voyez, moins il y a d'appui extérieur, plus il faut de ressources intérieures. C'est un peu une règle dans l'humain. Alors bizarrement d'ailleurs, quand les appuis extérieurs se font déficients, ou les gens s'écroulent, ou ils se fortifient du dedans. Donc ce que j'aimerais, c'est de vous donner un peu quelques clés pour voir ce que ça veut dire. Alors, M. Dutreil faisait écho à Aristote, donc, puis ça fait classe. Moi, je trouve que ça fait vachement classe de commencer à citer Platon et Aristote. Donc moi aussi, je veux faire classe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui. Donc moi aussi, je fais classe. Voilà. Aristote, en ce temps-là, disait que le propre du vivant, c'est de se mouvoir, pas d'être mu. Ça, je vois, ça vous éclaire vachement ce que je dis. Mais on avait que ça comme citation, on n'avait qu'une, donc je la case. Alors ça veut dire quoi simplement? C'est que, alors vous voyez, la production a de grands moyens, donc je vais vous montrer un truc. Vous voyez ce micro, par exemple, là, sous vos yeux médusés, il est mu par un autre. Ceux qui pensent qu'il se meut par lui-même, consultez. Ça ne va pas bien du tout. Vous voyez, c'est possible, et on ne vous juge pas, mais quand même consultez. Par contre, moi qui vous parle, je me meus par moi-même. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de fil. Donc ça veut dire que le vivant, c'est celui qui se meut, pas qui est mu. Alors, qui se meut, ça veut dire que quand il y a un mouvement, quand il y a un changement, c'est moi qui le décide. D'accord? Ça, c'est le propre du vivant. Quand je vis quelque chose qui est décidé par un autre, et que ça a de forts impacts sur moi, en gros, que je suis mu par la décision prise par un autre, ça commence par m'atteindre dans ma condition même de vivant. Parce que je vais avoir un mouvement, je vais avoir un changement, et ce n'est pas moi qui l'ai ni décidé, ni choisi. Alors ce que j'aimerais commencer par voir avec vous, très simplement, c'est les 4 attitudes réactionnelles qui se passent quand on vit un truc comme ça.
Alors, je vais le dire par mode imagé, déjà, histoire qu'on ne se déprime pas immédiatement. Je ne suis pas sponsorisé par Kleenex, donc on n'est pas là non plus pour se faire du mal. Moi, quand j'ai écouté beaucoup d'entre vous post-loi Pacte, j'ai eu parfois l'impression d'avoir des hérissons avec les phares dans les yeux. Ah, on voit là-bas quelqu'un qui a eu l'expérience, effectivement, du... Non, mais ça lui parle. Donc, vous voyez, alors je vous rappelle pourquoi les hérissons vont sur la route, parce qu'elle a été chauffée pendant la journée et qu'ils ont un ventre qui aime la chaleur. Je ne qualifie personne ici, je dis simplement que c'est le hérisson. Et en fait, le hérisson, a priori, il traverse la route, il est tranquille, c'est chaud, arrive un véhicule, et là, il est comme dans les phares, saisi. Et qu'est-ce qui se passe quand il est saisi? On a un très joli mot français, il est sidéré. La sidération est un état de paralysie face à quelque chose de totalement inattendu qui me pétrifie. Là, je suis ni le vivant qui se meut par lui-même, ni qui est mu par un autre, je suis statufié. D'accord ? J'ai vu certains d'entre vous vraiment en mode sidéré. Alors, d'où vient cette sidération ? Je dirais même une hébétude, doublée d'une passivité que je comprends comment. Alors, je vais vous dire un basique. Ordinairement, la menace vient de l'extérieur. Elle n'est pas censée venir de l'intérieur. Vous voyez ? Et quand les CAC qui sont nés à l'initiative du secteur privé sont tiers légaux, sans être fonctionnaires, a priori, le législateur n'apparaît pas comme l'être menaçant. C'est très étonnant pour vous de vous retrouver menacé par celui au service duquel vous étiez. Il faut comprendre que cette config, elle est très particulière. Que vous soyez menacé par, j'en sais rien, le marché des plus grands que vous, pourquoi pas, mais pas celui entre les mains duquel vous étiez. Donc l'hébétude se comprend en partie pour ça. Alors ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des mutations génétiques. On commence hérisson, certains continuent Calimero. Vous voyez ce que c'est que la baseline de Calimero? Qui a dit ça? Redites voir. J'adore, en plus il a la tête pour le dire. C'est trop merveilleux. Bravo, exactement, c'est vraiment trop injuste. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand je sors de l'hébétude, la première formulation que j'ai, c'est de qualifier que ce qui m'arrive est totalement injuste. Calimero, si vous voulez, je fusionne avec ma blessure d'injustice. On passe d'une passivité d'hébétude à une passivité victimale. On était au bord du gouffre, on a fait un pas en avant. Et c'est un sport national, Calimero. Il faut savoir que s'il y avait, au plan mondial, si Calimero était discipline olympique, honnêtement, je pense que l'équipe de France, on est balèze quand même en France, de ce point de vue-là. La capacité à fusionner avec son mal, d'accord, et à commencer à partir de là à croire que parce que je souffre, j'ai des droits. Ça, on sait faire. Alors, Calimero, si vous voulez, il a en propre avec le hérisson d'être dans une passivité, mais on passe d'une passivité d'hébété à une passivité plaintive. Dans les deux cas, on ne fait que réagir, on ne fait encore rien. D'accord ? Dans le même couloir aérien, mais totalement à l'opposé, on a l'héroïne de Tarantino, Kill Bill. Vous connaissez Kill Bill ? C'est quoi la baseline de Kill Bill ? Qu'est-ce qui fait que Kill Bill agit ? Seriez pas plus Calimero que Kill Bill ? Enfin, là, c'est une impression. Je me demande. Qu'est-ce qui la meut de l'intérieur, Kill Bill ? Oui, c'est la vengeance. Elle croit que son enfant a été tué. À partir de là, elle se venge. Alors, je vous le fais simple. Comment on passe de Calimero à Kill Bill ? Donc, regardez votre intériorité. C'est trop près juste, mais je vous préviens, ça va chier. Normalement, ce pendulaire, on l'a à l'intérieur. Sachant qu'on est encore dans une réaction et que le propre d'un leader n'est pas de réagir, mais d'agir. Quand on réagit, on est mu par l'événement. D'accord ?
Alors là, ce que je vous dis est d'une intelligence rare. Moi-même, je suis au bord de prendre des notes. C'est vous dire. Sauf que tu as beau savoir ça, et je me marre en le disant, eh ben, quand tu le vis quand même. Moi, j'ai beau savoir ce que c'est un hérisson, un Calimero et une Kill Bill. Quand je vis moi-même un événement qui m'impacte, je passe par ces stades. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance de ces stades que tu peux les éviter. Je vous le dis parce que, d'abord, c'est parfois un peu humiliant de traverser ces stades-là, mais ils font partie de la mécanique logique du deuil. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Calimero et Kill Bill ont eu un enfant. Je ne veux pas savoir comment, cela ne nous regarde pas, ni qui couvait l'œuf. Alors cet enfant, il va être extrêmement important, c'est Don Quichotte. Ah bah oui, des moments, il y a des chaînes généalogiques qui surprennent. Alors, Don Quichotte n'est pas un hébété. Don Quichotte n'est pas un plaintif. Don Quichotte n'est pas un vengeur. C'est un combattant. Sauf qu'il se trompe de combat. Et ça, c'est l'ultime pointe réactionnelle la plus redoutable. C'est que tu n'es pas hébété, victimal, vengeur, tu te bats, sauf que tu te trompes de combat. Et je pense que l'initiative d'Audit & Co, bien évidemment, c'était de sortir de l'hébétude calimérienne à tendance Kill Bill, mais c'est de situer le bon combat, de ne pas se tromper de combat. Et je vous rappelle que quand on vit quelque chose de particulièrement éprouvant, c'est très dur de savoir où est le bon combat. C'est une bonne question. Hein. Est-ce que se battre contre est le bon combat? Est-ce que c'est de se battre pour? Mais pourquoi? Pour qui? Alors il y a des petits indices. Hein. Un bon combat, ordinairement, ne vous épuise pas. Le combat que je mène et qui m'épuise, il faut quand même s'interroger si c'est le bon. On peut se demander, est-ce qu'un bon combat, c'est un combat qui est bon parce que je peux le gagner? Est-ce que toute injustice réclame un combat et est-ce que je dois le mener? Parce que vous verrez que quand vous avez traversé toutes ces épreuves-là, votre potentiel d'énergie, votre capital vital, il est limité. Donc c'est mieux de le miser au bon endroit. D'accord? Donc on va, si vous voulez, si je prends ces grandes catégories, que ce soit la tristesse hébétée d'un hérisson, le sentiment profond d'injustice de Calimero et la colère radicale de Kill Bill. Moi, j'ai écouté nombre d'entre vous depuis ces derniers mois, je l'ai croisé. Et je vous le dis tout simplement, je crois qu'on a le droit à ces réactions parce qu'elles sont humainement justes. La seule difficulté, c'est que si nous restons dans ces réactions, nous restons mus par l'événement, nous ne sommes pas ceux qui agissent. Traditionnellement, le risque d'être expert, exécutant, c'est d'être mu par celui qui m'envoie. Là, celui qui vous envoie semble nettement moins vous envoyer. Donc c'est peut-être à vous de prendre en main, ce que Magali vous disait tout à l'heure, votre destin, et à partir de là, de vous déterminer ce que profondément vous choisissez. Alors, après avoir vu ces 4 attitudes réactionnelles, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Alors là, vous voyez, la réaction, c'était quelque chose où l'événement me poussait à réagir. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on descende un peu plus dans une intériorité un peu plus profonde. Je sais qu'il y en a qui sont des grands coureurs. Non, j'entends des marathons et des trucs. Éthiquement, c'est tout propre. Hein, Olivier, t'inquiète pas. Hein, j'ai appris, parce que je ne suis pas marathonien, qu'il se passe des choses au kilomètre 30. Et au kilomètre 30, ce qui se passe est rarement, tu me diras si je dis des âneries, musculaires, c'est dans la tête que ça se passe. Ça peut être aussi musculaire, on est d'accord. Bon. De toute façon, moi, je suis au kilomètre 3, ça commence, si tu veux, donc que je te dise. Mais là, il semblerait qu'on soit capable de passer de 30 à 31 par une détermination intérieure, par une force particulière, donc par une intériorité, par une détermination qui est dans l'ordre du mental. Alors, comment on peut éclairer ça? Moi, je suis de Haute-Savoie, et
Je sais, c'est une pathologie qu'on est nombreux à essayer de guérir. On est les derniers Français. Une chose qu'on m'a appris depuis que j'étais gamin, c'est comment se comporter en cas d'avalanche. Vous me direz, en région lyonnaise, mais l'avalanche, elle n'est pas que de neige. Pour moi, ce que vous avez vécu là a la puissance dévastatrice d'une avalanche. Alors, j'aimerais simplement qu'on regarde ensemble, dans une avalanche, quels sont les 4 actes à poser pour rester vivant. Ce qui risque d'être utile post-loi Pacte. Alors simplement, petite question. Quand l'avalanche de neige se déclenche, quelle est la première menace qu'elle exerce? Sur quoi elle vous menace? Là, vous êtes déjà dessous. Enfin, je ne veux pas dire, mais... L'avalanche, c'est de la neige. Avant d'atteindre potentiellement votre corps, la neige, c'est de l'eau cristallisée. Donc la première menace qu'elle exerce, c'est sur nos poumons. Avant d'être en capacité de broyer notre corps, une avalanche a la capacité de nous noyer. Vous savez, quand vous regardez, il y a 5 litres, c'est vite ça se remplit vite. Et donc avant même que le manteau neigeux ait pu vous percuter, la première menace, c'est sur la capacité de respirer. Cet événement, quand on l'a conçu, une des premières choses, c'était de vous permettre de prendre du recul, puis de la hauteur, pour vous permettre de retrouver une respiration. Si vous êtes professionnellement et humainement en apnée, c'est extrêmement difficile d'arriver à être chef d'entreprise, manager, même au service du client. Donc moi, c'est un peu une question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous fait respirer? Qu'est-ce qui vous permet, dans la pression de ce que vous vivez actuellement, de continuer de respirer? La première conférence s'intitulait « S'oxygéner ». Qu'est-ce qui vous oxygène? Qu'est-ce qui est porteur pour vous? Ce que j'aime chez Catherine, c'est qu'est-ce qui me permet de boire? Merci Catherine. Remarquez ça fait du bien. Alors qu'est-ce qui vous oxygène? Vous me diriez quoi? Qu'est-ce qui, durant tous ces mois, a fait que vous n'êtes pas simplement resté en apnée, mais que vous avez pu un peu respirer? La respiration, elle pouvait venir d'où? Est-ce qu'elle était d'abord extra-professionnelle, dans votre vie personnelle, là où ne s'exerçait pas la menace pro? Est-ce qu'elle était avec certains de vos associés, parce qu'il y avait peut-être une amitié qui vous liait les uns aux autres, ou il y avait un espace de respiration? Est-ce que c'était avec certains de vos clients qui, quoique les seuils étant posés, continuaient de vous choisir? Est-ce que c'était dans des activités plutôt solo? Est-ce que c'était dans le sport? Tout ça pour vous dire que traverser et être traversé par une épreuve telle que vous l'avez vécue réclame d'avoir une connaissance de soi et de ce qui est capable de me faire respirer. Dites-moi un peu, l'air arrive d'où? Vous diriez quoi? Vous avez du mal à trouver? Benoît, tu dirais quoi, toi? Je te vois... Arriver à sortir un petit peu, prendre un peu d'air au sport et dans la respiration le week-end, ça permet de... Alors déjà, c'est le week-end, c'est hors temps pro, et c'est dans une activité physique. Ça permet quand même d'arriver pour prendre le lundi serein, Ouais. la tête un peu plus froide. Ouais. Donc on est en dehors du temps et du lieu professionnel, on est sur une activité qui implique le corps, qui permet d'évacuer. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous aide? C'est capital d'avoir cet élément de connaissance de soi. Parce que si vous faites que pâtir de ce qui vous menace, c'est comme si vous conduisiez votre véhicule sans jamais alimenter le réservoir.
voyez, ce qui fait qu'on est capable de tenir durablement en s'orientant, c'est de ne pas être en apnée, d'être capable de respirer. Alors vous voyez, tout bêtement, hein, je vous donne 2 indices pour être capable de se respirer. La première chose, c'est se protéger des toxiques. Donc c'est pas régressif de chercher à se protéger de la production permanente de ce qui est toxique. Je sais qu'à un moment donné, moi j'écoutais pas mal de vos confrères, ça tournait en boucle sur le toxique, et moi qui étais que tiers extérieur, hein, quand j'entendais ce qui était dit, rien que moi ça me pétait le moral, j'exerçais pas la profession. Hein. T'imagines si je l'avais exercé. Parce qu'on était sur des litanies plaintives ou des litanies de choses qui étaient par ailleurs vraies, mais je vous rappelle que la production permanente en formulation de choses négatives, à un moment donné, risque de m'intoxiquer. La formulation de négatif, elle est toujours à manier avec précaution. Maintenant, si vous avez dans l'avalanche pu préserver votre capacité de respiration, c'est quoi le second acte qui est capital quand l'avalanche se déclenche? Alors, quand vous regardez les manuels, c'est très drôle. Il est dit qu'il faut nager. Vous avez déjà essayé de nager avec des skis? Tu me diras, normalement, là, tu les as plus, les skis. Tu as quand même les chaussures encore. Hein. Donc, ça veut dire la capacité à se mouvoir pour ne pas rester en face du pire avec une tête de cible. Si tu es en mœurs hérisson, tu restes en face du pire avec une tête de cible. Donc, vous voyez, la capacité à se mouvoir latéralement, ce qui fait que quand l'avalanche va survenir, avec un peu de bol, par une force, je crois qu'elle est centripète ou centrifuge, une des deux, au lieu de vous ensevelir, elle vous fait remonter. Parce que vous n'êtes pas en face. Si vous êtes en face, elle vous engloutit. Donc là, il y a une vraie question, qui est celle qui va nous habiter pendant 1 jour et demi, c'est non pas quelle est votre liberté, je crois que le terme, il serait assez déplacé, mais c'est quoi votre marge de manœuvre? Certains de vos confrères que j'ai invités à venir ici m'ont dit qu'ils ne venaient pas car pour eux, tout était joué, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus aucune liberté, plus aucune marge de manœuvre, plus aucune capacité à agir. Il n'y a plus qu'à célébrer les funérailles. Là, la capacité à se mouvoir, c'est ce qu'on va essayer de préciser dans la marge de manœuvre qui vous est donnée. Une fois que tu n'es pas encore étouffé, tu n'es pas totalement enseveli, mais tu es sous la neige, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon? Il faut sortir. Ça, on sent un certain pragmatisme du CAC qui dit moyen d'avoir froid, moyen d'avoir sortir, moyen d'avoir raison. Mais comment? Alors toi, Sylvain, tu dis qu'il faut rester calme. Oui, ça c'est sûr que si tu t'énerves trop, tu vas griller une énergie qui à terme va refroidir ton corps. Ça c'est très juste. Il faut gérer son capital, c'est vrai. Il faut remonter, ok. Il faut faire quoi? Il faut faire pipi. Viens, tu vas nous montrer. Non mais, à un moment donné, c'est interactif, il faut s'impliquer sur le dossier. C'est une femme qui l'a dit, ça m'aurait arrangé que ça soit un homme. Parce qu'on n'est pas totalement outillé de la même manière sur le dossier, mais ton prénom c'est? C'est pas la peine. Si, non mais c'est filmé, donc moi autant que tout le monde sache quelle est celle qui nous envoie pisser de bonne heure. Donc la marge de manœuvre du point de vue des CAC, c'est en cas de crise, il faut faire pipi. On avance hein, dans le dossier. Ce que j'aime, c'est comme tu défends ton dossier. Tu vois, on sent la pugnacité de la CAQ qui lâche rien, tu vois. Elle a raison. Hein. Elle a raison. À Chamonix, on a trouvé régulièrement des skieurs avalanchés morts plus bas que là où la neige les avait arrêtés. Benoît, ils avaient voulu sortir et ils avaient creusé, mais dans le mauvais sens. Et tu as tout à fait raison. Maintenant, elle est morte de rire. Le grand enjeu, avant de creuser, il faut se situer, encore une fois, pour situer le bon combat. Et Audit & Co, pour moi, a véritablement cet enjeu.
de savoir, oui, sortir, oui, creuser, mais dans le bon sens. Vous voyez ? Parce que vouloir à tout prix se battre dans une direction et que peut-être on est en train de célébrer son enfouissement, c'est pas dans la bonne direction. Et Oditanku a vraiment cette vertu d'essayer de vous permettre de prendre du recul, de la hauteur, pour arriver à discerner dans quel sens il faut arriver à situer le bon combat. Alors, simplement, en termes de déplacement, moi je dirais que c'est de se déplacer de l'expert au leader, au chef d'entreprise. Parce que l'expert, là, il est sous la neige. Celui qui va arriver à réorienter, c'est la partie en vous la plus libre, qui est l'homme, qui est la femme, et la plus leader. To lead en anglais, c'est conduire et mener. Alors, une fois qu'on a vu ces 4 positions, après les 4 figures réactionnelles, j'aimerais vous donner 5 positions intérieures du résistant. Alors le mot, je ne l'ai pas encore employé, mais je crois qu'il a été employé ce matin. Quand vous vivez un acte qui vous percute jusqu'à vous menacer, ou vous vous soumettez, ou vous résistez. Il y a 2 voies, hein. Il n'y en a pas 3. Alors, vous me direz, vous pouvez collaborer. Bon, enfin là, la marge, je ne la vois pas trop. Mais là, en l'état, c'est où on est passif, ou on résiste. Alors, l'être humain a quelque chose d'assez particulier. C'est Sartre qui disait ça, d'ailleurs, en parlant de la dernière guerre mondiale. Il disait « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande ». Il est taquin, ce Jean-Paul. Alors, pourquoi il disait ça ? Parce qu'on était nécessairement pour les Allemands ou contre. Il y avait un choix à faire. Et quand on est une population qui, par étude, engrange du savoir et qu'on est en capacité de le mettre au service comme un exécutant, la question du choix est assez peu présente. Là, la situation vous réclame de choisir. Alors c'est extrêmement menaçant, mais c'est peut-être pour une fois le moment où vous allez pouvoir poser un acte libre d'homme, de femme et de leader. Alors, une baseline que j'aimerais vous donner, ceux qui me connaissent savent que ça m'habite depuis pas mal d'années, c'est quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Bon, je suis d'accord qu'à cette heure-là, c'est le genre de phrase qui va nous achever l'assemblée. Quand il n'y a plus de sortie, c'est-à-dire quand on a la perception d'être dans une impasse. Alors, je vous dis, moi, d'où ça m'est venu. Là, je suis en train de vous parler, vous remarquez que je me sers que d'une main, c'est pour me donner un genre. C'est un choix esthétique, en fait. On devient qui on est par l'art des rencontres. À 18 ans, moi, j'ai rencontré un mur en moto. Je venais de passer le bac, je passais le bac en juin, j'ai cartonné en moto en septembre. Donc s'il y a des motards dans la salle, vous savez qu'en moto, il y a 2 types d'accidents, les cons et les très cons. Moi, je suis dans la 2e catégorie, 50 km/h, route sèche, pas d'obstacle. Le mec, il fait ça tout seul, propre, tout bon. Et j'ai eu tous les nerfs qui commandent le bras droit arrachés de la moelle épinière. Donc n'hésitez pas, même si on vous le propose pas cher, c'est pas terrible. Alors bien évidemment, tu as 18 ans, c'est un peu... Voilà. Donc ça veut dire que moi, je me suis retrouvé à 18 ans avec 50% du capital en moins. Si j'étais même un peu plus précis, je dirais presque 80 parce que j'étais droitier. Quand je suis arrivé en fac, je ne savais pas écrire. C'est pour ça que j'ai fait une fac de lettres. Elle est con celle-là. Hein, je m'en fous, c'est moi qui parle, je fais ce que je veux. Et quand j'ai commencé à voir que 80% des mandats des CAC étaient menacés, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Moi, j'avais 18 ans et j'ai pigé que 80% de ce que je savais faire avec 2 mains m'était enlevé. Eh bien là, tu fais quoi ? Alors, quand je vous parle du hérisson, de Calimero et de Kill Bill, je ne l'ai pas appris dans les livres. Hein. Je les ai tous à l'intérieur. Hein. Côté Calimero, c'est un poulailler. Hein. Côté Kill Bill, c'est une armée. Tu vois ? Ce que je vais essayer de vous partager maintenant, c'est plus personnel. C'est qu'est-ce qui fait que tu ne gardes pas ton œil rivé dans le rétroviseur parce que c'était mieux avant. J'ai un dirigeant l'autre jour qui m'a dit « Ouais, non mais je vois, avec votre accident, tout ce que ça a pu vous apprendre, c'était une vraie chance pour vous. »
Je dis ouais, je te souhaite la même, connard. Enfin bon, après j'ai des problèmes parfois avec des dirigeants. Non, faut arrêter de sublimer l'épreuve, si tu veux, ça va un moment, quoi. Je veux bien qu'elle soit enseignante, et on va essayer de faire là le lien entre être éprouvé et être initié. Éprouver, c'est passif, initié, c'est aller à l'intérieur. Donc moi, j'aimerais bien qu'on voit maintenant que ce qui vient vous éprouver, qui opère une soustraction. On n'aime pas bien les soustractions chez les experts comptables. Plutôt des métiers qui additionnent. On a une psychologie qui comprend beaucoup mieux les logiques de croissance par continuité. Ils sont où les étudiants? C'est vous les étudiants? C'est groupir, toi, ils ne sont pas trop mélangés non plus. C'est assez grégaire, l'étudiant. D'ailleurs, ça se reproduit entre eux. Enfin, ils ne veulent pas trop se mélanger. Et tu sais quoi, je comprends. Hein. Bon. Je m'adresse à vous déjà. Merci d'être là, parce que ça fait plaisir de voir qu'au milieu de ces sages, ils sont là. Donc, je veux dire, l'avenir de la profession, il est là, les gars. Hein. Comment, quand tu es étudiant, tu grandis? Tu grandis par mode additionnel. Tu sais pas, tu apprends, tu sais. Tu n'as pas expérimenté, tu expérimentes, tu apprends. Donc, ce sont des additions. Et on a une psychologie qui comprend parfaitement le mode de croissance par addition. Et parfois, la vie ne nous parle pas la langue de l'addition, mais la langue de la soustraction. Ce qu'on appelle techniquement les PDS. Les putains de soustraction. Là, je crois que si vous ne comprenez pas l'acronyme, regardez votre actualité. Face à une PDS, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle le format PDS. Que ce soit le Hérisson, le Calimero, Kill Bill et Don Quichotte, c'est plein pot face à la soustraction. Mais il y a un moment que je qualifierais de sagesse. Aristote dit que le propre du sage, c'est d'ordonner. On remet un ordre nouveau. On essaye d'arracher son regard au rétroviseur, où le rétroviseur constamment nous dit « c'était mieux avant ». Moi, j'ai dû arrêter de tricoter. Pas facile pour un homme. Bon. C'était mieux avant. Alors, comment tu fais pour arracher ton regard au rétroviseur et le balancer dans le pare-brise? Il faut un viseur. Audit & Co, sa vertu, c'est ça. Plutôt que d'être nostalgique de comment c'était avant, comment on peut balancer son regard dans le pare-brise, il faut un viseur. Il faut avoir une coordonnée horizontale et verticale. Alors, j'ai essayé de vous donner maintenant les 5 étapes. Alors, elles ne sont pas chronologiques parce qu'elles se croisent, mais elles se parlent mutuellement. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à basculer du passif à l'actif, de l'hébétude au leader, du rétroviseur au pare-brise? Moi, j'ai une chose... Alors, je ne me fais pas visiter comme la maison témoin. Hein. Ici, c'est marqué « en chantier ». D'accord ? Parce que c'est un endroit où on est toujours en croissance. Simplement, est-ce que vous pouvez entendre? Et moi, je vais vous dire où je l'ai appris. Je l'ai appris d'un ami qui a vécu au Japon. Je suis allé pas mal en Asie, mais alors l'extrême-orient côté japonais, j'y connais walou. Rien. Et j'avais demandé à cet ami, est-ce que tu pourrais me donner une différence profonde qu'il y a entre les Japonais et nous? Et il m'a dit oui, le rapport au vide. Pour nous, en Occident, le vide est un manque, est un mal qu'il faut absolument combler. D'accord? On a un rapport au vide. Regardez les jardins à la française. C'est une structuration maîtrisée du vide. Regardez un jardin japonais. Pas du tout le même rapport au vide. Même les Anglais, d'ailleurs, ne travaillent pas du tout le rapport au vide de la même manière. Je dis, bah oui, moi je vois bien qu'effectivement, chez nous, le vide, c'est un peu un mal, un manque, quelque chose qu'il faut remplir. Je dis, mais chez les Japonais, c'est pas comme ça. Il m'a dit, non, chez les Japonais, le vide est un espace vacant, ouvert, pour accueillir potentiellement ce qui peut être donné. Eh bien, si tu laisses descendre ça en toi, ça retourne le réel. Au lieu d'être sans cesse nostalgique de ce qu'on a perdu, de voir qu'à l'endroit où il y a eu soustraction, il y a un espace vacant.
Comment tu veux recevoir quelque chose si ta main, elle est comme ça? Bon, si elle est comme ça, il ne va pas se passer grand-chose. Si elle est comme ça, elle peut recevoir. Alors, ma petite expérience dans la vie humaine, c'est quand tu te mets à vivre des soustractions. Alors, parfois, la soustraction, elle tape sur le métier, la famille, le couple, ta santé. Là, c'est funky fresh. Là, t'es où? Non, je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux en parler. Là, c'est le grand moment, quoi. Peut-être, et je dis bien c'est un peut-être, et je marche sur des œufs en le disant, ce peut être un moment pour passer de la création à la fondation. Votre profession, elle a été créée historiquement, vous l'avez exercée, il est peut-être temps maintenant de la fonder. Comment on fait une fondation d'une maison? Quel est le premier engin qui approche d'un terrain quand on doit faire des fondations? Ouais, c'est un bulldozer. Et qu'est-ce qu'il fait le bulldozer? Il enlève. Moi, quand je vois ce que vous vivez actuellement, je vois un travail de bulldozer avec un maquillage de démocratie, mais on est presque au bord du sketch, de très mauvais goût d'ailleurs. Et je vois tout ce qui a été soustrait. Si vous pouvez laisser descendre, il faut le laisser descendre dans votre trempe d'hommes, de femmes, pas d'abord d'experts, pas d'abord de CAC, avec ce questionnement, est-ce qu'au travers de ce qui m'a été enlevé, quelque chose peut m'être donné? Je vous assure que si vous laissez descendre cette phrase en vous, le réel peut se retourner. Alors, moi je vous le dis parce que je suis obligé de me le dire tous les jours. Moi je suis droitier et je suis habile de la main gauche. Normalement quand je mange, je ne me blesse pas trop, enfin ça va. Mais je suis habile de la main gauche, mais je ne suis pas droitier. Donc ça veut dire que mon schéma corporel restant orienté à droite, la première marche entre le réel et moi, elle est constamment manquante. Tout le temps. Spontanément, je prendrais tout à droite. Et je ne peux pas. Donc la soustraction, moi, elle est devenue consubstantielle de mon rapport au réel. Donc là, le deuil, la plainte, la vengeance se réveillent. Il y a un moment de sagesse qui est un effort, qui est un peu une vigueur intérieure, qui demande d'être assez déterminé, où tu te dis, est-ce qu'au travers de ce qui m'a été enlevé, quelque chose m'est donné? Si tu ouvres pas ça, tu restes cristallisé sur le manque. Et à partir de là, tu coopères à ton propre enfouissement. Pour moi, Audit & Co a vraiment cette vertu. Olivier, tu le rappelais très clairement tout à l'heure, on n'a pas besoin d'accroître le constat clair de ce qui vous a été enlevé. Je ne crois pas. Je crois que ça va. Mais au travers de ce qui vous a été enlevé, qu'est-ce qui pourrait vous être donné? Cherchez pas d'abord dans le métier. Le métier, il est menacé. Cherchez dans la profondeur humaine de qui vous êtes et touchez la trempe de leader qui est en vous, la trempe de dirigeant qui est en vous, la trempe de manager qui est en vous, la trempe d'homme, la trempe de femme qui ne se laissera pas faire. Vous voyez, le premier moment d'accès à cette intériorité qui lutte, c'est la prise de conscience. Aristote, là c'est le deuxième moment où je fais classe, il y en avait eu un premier, là il y en a un deuxième. Aristote, dans son traité sur le vivant, dit que le propre du vivant, c'est de croître dans la lutte. Tous les vivants, les brins d'herbe commencent. Donc là, vous avez une lutte, mais une lutte qui peut coopérer à votre croissance. Donc moi, je vous invite vraiment, pendant ces quelques heures et jours à travailler ensemble, à accroître vos prises de conscience. Alors pour l'instant, les prises de conscience, elles sont très négatives. Le protecteur devient l'ennemi. Je ne suis pas armé pour me défendre. C'est injuste, stupide et dangereux. Là, je viens de vous donner 5 prises de conscience que moi j'ai entendues en transversal. Ok. Si vous restez simplement dans cette prise de conscience du négatif, vous allez rester ventousé au négatif. Donc il y a un véritable enjeu. Et là, la vigueur, vous allez la trouver presque dans le ventre, quoi. C'est un truc, c'est une rage de vivre, quoi. Il y a un moment donné, vous allez rester des moutons longtemps ou vous allez, à un moment donné, ça va, quoi. Vous allez vous battre ou pas?
Enfin, il y a une niaque, il y a un truc, vous allez vous laisser faire encore longtemps ou... Enfin, il y a quelque chose qui doit se réveiller. Et je pense que si vous êtes là, c'est que cet appel, vous l'avez entendu. Vous ne seriez pas là. Et vous êtes un petit nombre par rapport à la profession. Je vous rappelle que dans tous les tournants de l'histoire, quand un acte de résistance a été posé, ça a toujours été par un petit nombre. Toujours. Jamais le plus grand nombre. Moi, je pense que vous faites partie de ceux qui ont désiré avoir une prise de conscience qui se tourne vers le fait de résister. Alors, premier acte, c'est la prise de conscience. Est-ce que toute prise de conscience suffit à être acteur d'un changement? Et ça se saurait. Alors, je vais vous partager une prise de conscience récente qu'un de mes amis a eue. Il regardait les photos des vacances, on était au mois de février, ça caillait, il faisait un temps maussade, et il regardait les photos des vacances de l'été dernier avec sa famille. La plage. Oh là là, ce soleil. Oh, la clarté de cette eau. Oh, mes enfants qui jouent dans l'eau. Oh, ma femme qui prend le soleil. Ah ouais, ça c'est moi. Là, il y a une prise de conscience. Comment la qualifierais-je? Serais-je compté bientôt au rang des cétacés? L'industrie cosmétique va-t-elle s'intéresser à ma surcharge pondérale? Là, chez mon pote, il y a une prise de conscience entre l'amour du mojito, où, de manière estivale, se vivait entre lui et mon pote quelque chose d'assez intense, et les conséquences sur son amplitude de présence. Comment tu m'as trouvé? Facilement. Elle est con, celle-là. Là, on est sur une prise de conscience. Elle a généré quoi, cette prise de conscience, chez mon pote? À votre avis? Il a fermé l'album photo, il est allé boire une bière pour fêter ça. Pourquoi Olivier Artaud est vice-président, les choses s'éclairent. Eh ben, t'es pas loin, Olivier. Il a regardé ça, et là est monté en lui, non pas un désir de changement, mais une culpabilité sur le mojito. Alors faites gaffe à un truc, c'est quand la prise de conscience réveille une culpabilité, la culpabilité, elle l'incapacite. Quand je me perçois coupable, je me retrouve incapable. Et alors là, la prise de conscience s'avère être non pas motrice, mais toxique. Alors je vous pose la question, et c'est la grande question de cette journée et demie. Qu'est-ce qui fait qu'une prise de conscience qui donne de la lumière peut ne pas être qu'éclairante, mais transformante? Il faut qu'elle soit fécondée par quoi? Par du désir. Il faut réveiller un désir. Il faut réveiller une envie. Il faut réveiller une motivation. Il faut venir toucher cet influx vital direct qui te met la niaque et qui te donne envie d'y aller. Je crois que pendant ce jour et demi, moi, beaucoup des CAC que j'ai rencontrés ces derniers mois étaient sponsorisés par Cycli. Les extincteurs. Éteints. Alors, c'est quoi le désir qui peut monter? Alors, je vois que dès que je prononce le mot désir, les gens commencent à s'émouvoir. Alors, peut-être petite précision sémantique, le mot désir est un mot valise, on peut mettre à peu près tout dedans. Simplement pour préciser, actuellement, le mot désir, il est dans quel champ sémantique? Quels sont les grands lieux où le mot désir est employé? Bon, Sylvain, tu es président, on va tenter une expérience. Tu vas aller dans le couloir, là, dans le hall, tu vas attendre qu'une jeune fille passe à tes côtés. Tu es président, il faut t'impliquer. Et quand tu seras à ses côtés, tu la regardes et tu lui dis « Mademoiselle, en votre présence, je sens en moi un désir grandissant. » Normalement, ce genre de déclaration s'accompagne d'un geste. Et parfois, vous avez un rapport de cause à effet. Ceux qui s'interrogent sur ce qu'est la causalité, là, vous la trouvez. Cause à effet. Bon. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, le mot désir est un mot qui est circonscrit fortement depuis un certain nombre d'années dans les registres érotiques, sensuels, sexuels et autres. Ce qui est un peu un sketch quand tu sais d'où vient ce mot. Vous savez d'où vient le mot désir?
Quel était le dernier acte que posait un général de l'armée grecque avant de livrer bataille? Je vous donne un indice, Mitterrand faisait pareil. Il allait consulter les oracles. L'oracle, la Pythie à Delphes, tu vas la consulter. Alors pourquoi les Grecs font ça? Parce qu'ils croient que tout ce qui advient dans le monde visible dépend du monde invisible. Et tu interroges ta Pythie et tu demandes: les astres sont-ils favorables à une issue victorieuse du combat? Elle consulte les astres et elle revient, je ne vous le donne pas en grec mais en latin, histoire de continuer d'être classe. Tu as 2 mots latins. Si les astres sont en configuration favorable, le mot c'est considerare. Cum sider. Contempler. Tous les astres sont favorables, tu vas gagner. S'il y a un astre qui est manquant, le mot grec traduit en latin, c'est desiderare. C'est un de privatif. En d'autres termes, le désir, c'est la privation d'un astre manquant. Waouh! Maintenant, Sylvain, tu tentes le même truc, mais tu lui dis: vous êtes l'astre qui me manque. Putain, le président, il va pécho là, direct. Non, mais c'est quand même cocasse de voir que ce mot était sur la partie à l'origine la plus spirituelle. Donc moi, je vous pose la question: quel est l'astre vers lequel vous voulez tendre? Quel est ce qui va réveiller de la manière la plus ajustée votre motivation, votre désir, votre envie d'y aller? Audit & Co est fait pour ça, pour reformuler votre désir. 3e position, après la prise de conscience et le désir. Maintenant, la prise de conscience vous a donné la lumière, le désir vous a donné l'élan. Est-ce que ça suffit pour que ça soit transformant? Ben, ça se saurait. C'est quoi l'ingrédient qui est manquant? Et simplement, si vous reteniez que ça de ce que j'ai essayé de vous dire, vous n'auriez pas perdu votre soirée, parce que pour moi, c'est un des ingrédients les plus manquants à votre profession. Qu'est-ce qui fait qu'une prise de conscience qui donne de la lumière, un désir qui donne l'élan est transformant? Il faut quoi? Il faut y croire. Merci. Il faut y croire. Or, vous êtes historiquement une population de sachants, donc d'experts, et vous avez vu la longueur de vos études pour arriver à être expert et sachant. C'est très très long quand même. Hein. Vous avez une profession qui est terriblement exigeante sur l'acquisition des connaissances. Toi, le moment où tu es en capacité, je parle aux experts comptables aussi, hein, de certifier, quand tu deviens signataire, c'est un moment extrêmement important. Donc le fait d'être habilité, fiable en tant que sachant, c'est un moment extrêmement important. D'accord? Sachant qu'en plus, ça vous engage légalement quand vous certifiez. Donc c'est quand même pas rien. Parce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est que si le savoir vous donne une fiabilité, c'est pas ce qui va vous donner la niaque pour vous battre. C'est pas vrai, ça. Pourquoi les experts entreprennent peu? Ben, j'en sais quelque chose, je suis un expert, je sais de quoi je vous parle. Hein. L'expert, il entreprend peu parce qu'il sait. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se bat pour défendre quelque chose, c'est qu'on y croit. Alors, en France, depuis les Lumières, on a une ligne de partage des eaux depuis le XVIIIe siècle entre les croyants et les sachants, voulant affranchir les sachants d'une empreinte religieuse. Il faut savoir qu'Aristote a fait la même chose du temps de Socrate. Socrate est mort à cause de ça. Ça parcourt toute l'histoire. Affranchir le logos du moutos. Affranchir le verbe dans sa réflexion philosophique des traditions religieuses. Ça parcourt tout le bassin grec. Ça. Donc on en est aussi héritier. Donc ok, croire peut vouloir dire la crédulité. Qui ici croit au Père Noël? Ah, merci, on a encore un survivant qui va nous aider par rapport à la loi Pacte. Parce que tu sais quoi? On va avoir besoin du Père Noël par rapport à cette loi. Bon. Le Père Noël, croire là, veut dire crédulité.
on écarte. On peut aussi croire qu'on est particulièrement nul. Là, on est sur une croyance limitante. D'accord ? Donc le mot croire a deux versants qui sont dépotentialisants. Mais dans le moment que vous êtes en train de traverser, si vous voulez ce coup de rein qui fait qu'on remonte, il se fera à partir d'une articulation entre ce que vous désirez et ce que vous croyez. Et j'entends bien que la longueur de votre formation, l'ancrage d'expertise ne dispose pas d'abord à être des croyants en capacité, au nom de ce qu'ils croient, à se battre. Donc là, moi, je vous donne cette piste, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot « croire » ? Moi, depuis plusieurs mois, j'entends l'inverse de là où vous êtes attaqué dans ce en quoi vous croyez. La justice, la politique, la confiance, l'intérêt général. Ordinairement, ce sont des croyances qui sont structurantes de votre métier. Vous les trouvez en forme en ce moment, ces croyances ? Alors là, j'aimerais vous donner deux petites choses dans le rapport au croire qui sont importants. C'est que croire, c'est comme un muscle. Au départ, tu as un crédit croire, et ce crédit croire, il va être éprouvé. Peut-être qu'en étant éprouvé, il va s'éteindre. Peut-être qu'en étant éprouvé, il va douter. Et à un moment donné, un des enjeux du croire éprouvé, c'est de se muscler, c'est de se fortifier. Ça, c'est la première chose. Alors, attention, c'est pas vrai que dans le travail, c'est vrai dans l'amour. Dans le couple, moi souvent j'entendais l'autre jour quelqu'un qui me disait « Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue ». Bon, je dis ça pour les jeunes générations, prenez des notes, réfléchissez bien avant d'agir. Bon. C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu passes de l'un à l'autre, il va falloir travailler le capital croire, des deux côtés d'ailleurs. Donc le capital croire, là où je suis éprouvé, c'est un moment où je suis creusé pour davantage croire. Pendant 2 jours, ici, un des enjeux, c'est que vous reformuliez en quoi vous croyez. Tout à l'heure, j'étais avec un des groupes, même toi qui le disais, tu arrives chez ton client, tu te souviens de ce que tu as dit ? Tu arrives chez ton client, tu es en train de poser ta mission, le mec il commence par te dire quoi ? Qu'il ne croit pas en toi, que tu ne sers à rien. Ça dynamise les gars, ça fait envie. Ça fait plaisir. T'es le mec, tu n'as pas encore déballé ce qu'il y a dans la mission. Ici, c'est marqué tiers légal coûteux. Waouh. Eh ben, tu as intérêt à croire là. Parce que celui qui est en face, il ne croit pas. Donc si toi, tu n'es qu'un sachant, il va te mettre minable. Surtout que quand ce qu'il sait, il le tourne contre toi. La deuxième chose que j'aimerais vous donner, et qui est capitale, mais j'ai mis très longtemps à comprendre ça, c'est que prendre conscience, tu le prononces au singulier, je prends conscience. Le désir, c'est extrêmement personnel, c'est je désire. Et croire, tu commences par dire je crois, mais tu sais ce que c'est le truc ? Si tu veux être capable de croire longtemps, il faut le conjuguer à la première personne du pluriel. Nous croyons. Qu'est-ce qui fait qu'un collectif, à un moment donné, est capable de croire durablement ? C'est qu'ils se lient les uns aux autres. Pour moi, Auditon Co a vraiment cette vertu. Un associé, c'est quelqu'un avec qui j'ai des intérêts communs. Un allié, c'est quelqu'un avec qui j'ai un désir commun, une croyance commune. Une des choses actuellement qui me paraît clé, et votre présence ici le signifie, c'est quand le politique même envoie des signes qui vous décrédibilisent. La réaction en face, c'est où vous vous soumettez, ou à l'intérieur, vous venez chercher plus profond ce en quoi vous croyez. Et pour croire durablement, vous vous liez les uns aux autres. Pour moi, c'est un des grands actes de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je vous donne maintenant, et je termine là-dessus, par les 2 mouvements qui vont être capitaux pour arriver durablement au changement. J'ai parlé de prise de conscience, j'ai parlé de désir, j'ai parlé de croire.
Ce qui va être capital après, c'est le savoir, la faisabilité. Comment, ce en quoi je crois, je vais être capable d'être un agent transformant du réel. Les ateliers qu'on fait sont un mélange de prise de conscience, de réveil du désir, de se fortifier dans le fait d'y croire et d'arriver à savoir ce qu'on peut mettre en œuvre. Il y a un acte de créativité, il y a de l'innovation à trouver. Alors je vous pose la question, y a-t-il dans cette salle un potentiel vieux con ? Je rassure les plus jeunes, c'est accessible même aux plus jeunes. Ça n'a rien à voir avec l'âge. À 22 ans, tu peux être un vieux con aggravé. T'inquiète pas, c'est possible aussi pour toi. Alors, le vieux con, moi j'ai eu à travailler dessus parce que j'ai un conjoint, j'ai des amis qui m'ont éveillé à cette présence en moi du vieux con. C'est pas des blagues en plus. J'ai un de mes potes qui régulièrement me disait « Arrête de faire ta vieille fille ». Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors le vieux con, c'est quoi ? Vous reprenez dans l'ordre ce que je vous ai dit. Le vieux con, c'est celui qui se sert de ce qu'il sait pour éteindre ce qu'il croit et ce qu'il désire. Je vous le redonne doucement. C'est celui qui se sert de ce qu'il sait, son expérience, sa connaissance, pour éteindre ce qu'il croit ou ce qu'il désire. Là, je m'adresse aux parents. Regardez le nombre de fois où nos gamins sont arrivés avec les yeux pleins d'étoiles parce qu'ils désiraient quelque chose auquel ils croyaient. Et nous, au nom de la sécurité, de la responsabilité, de notre expérience, on les a éteints. Eh bien là, tu as passé ton diplôme de vieux con. Ça y est, c'est estampillé. Alors si le gamin a 5 ans, attends qu'il en ait 15, il va te le dire plus clairement. Tu vois ? Après, ils accèdent à une capacité de formulation sur le fait de ce qu'ils pensent vraiment de toi. Et la vérité sort de la bouche des enfants. Bon. Là, ce qui est en train d'advenir, faites gaffe. Je me permets de vous le dire vraiment en véritable amitié pour vous. Faites gaffe de ne pas vous servir de ce que vous savez pour éteindre ce que vous essayez de croire et ce que vous désirez. Parce que là, je fais le fanfaron en vous le racontant, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Par moments, ce que tu sais semble une telle extinction de ce en quoi tu croyais et une telle extinction de ton désir que tu peux coopérer à ton propre enfouissement. Certains de vos confrères, à qui je vous le disais tout à l'heure, que j'ai invités ici, m'ont dit qu'ils n'y croyaient plus et qu'ils n'avaient plus aucun désir. ICJ, il n'y a plus qu'à mettre la date. Et c'est une vraie bagarre intérieure. Alors, j'aimerais terminer par une parole. Et je vous dis où elle est née. Je parlais à un parterre de dirigeants comme ça à Marseille il y a quelque temps. Et j'ai posé la question aux gens qui étaient là. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est sur un tournant professionnel ou personnel extrêmement important ? Normalement, quand je pose cette question, je suis tranquille. J'en ai jamais un qui se bat pour me répondre. Et j'ai un gars qui me lève la main tout de suite. Je me dis, lui, il n'a pas compris ma question. C'est pas possible, quoi. Je dis, vous avez dit, c'est quoi ? Et le gars, il me dit, moi, j'ai un tournant essentiel, travailler à 4/5e. Je me dis, il a compris ma question. Ok. Alors, je reprends les étapes que je vous ai données. Prise de conscience. Quand c'est que tu as pris conscience que tu voulais bosser à 4/5e ? J'ai fait que bosser toute ma vie. J'ai 2 amis qui avaient le même âge que moi. Il y en a un qui a fait un AVC et qui est en partie paralysé, l'autre qui a fait un cancer et qui est en partie tout mort. Finalement, la vie, c'est fragile. J'ai pris conscience qu'il faudrait peut-être que je ne fasse pas que bosser. Désir d'être vivant. Ok. Deuxième prise de conscience, il a réalisé que dans quelques années, il avait 60 ans, il allait se retrouver seul avec sa femme. C'est marrant, rien que la formulation de ça fait frémir l'Assemblée. On dirait du Stephen King, tu sais. Et alors, 40 ans que ce n'était pas arrivé, il allait se retrouver seul avec sa femme. C'était Ouais, le plus dur, à mon avis, ça allait être pour elle. Soyons clairs.
Parce que le jour où il va lâcher l'entreprise, elle va dérouiller grave quand même. Et donc il me dit, ma femme me dit depuis quelque temps, il faudrait qu'on s'y prépare doucement. Et donc si on pouvait un jour par semaine en plus se voir et pas tout de suite 5 de plus, ça serait peut-être pas mal. Ok ? Autre désir, j'ai pas vu grandir mes enfants, j'aimerais bien voir grandir mes petits-enfants. Prise de conscience, désir fort. Hein. Et puis j'ai des potes là qui se sont mis au golf, j'y comprends trop rien, mais c'est peut-être bien, je vais essayer. Désir d'une autre activité et de l'amitié. Donc vous voyez, sur la prise de conscience et le désir, c'est extrêmement fort. J'attaque le croire. Alors je lui pose une question toute bête, est-ce que tu crois que c'est bon pour toi ? On me dit, oh ouais. Et pour ta famille ? Oh bah ouais. Et pour ton entreprise ? Alors il a consulté sa RH, qui a eu cette formule magnifique. L'enjeu d'un dirigeant, c'est de situer sa place et de faire de la place. Si vous partez un jour par semaine, ça va faire de la place. D'accord ? Après, tu prends ça comme tu veux. Hein. Tu commentes pas en bas de page, mais ça te fait quand même réfléchir que la RH, elle dise ça. Sur le croire, il a cru que c'était bon pour lui, son couple, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis et son entreprise. Le croire, il est à fond. J'attaque le savoir. Est-ce que tu sais si c'est possible ? Il a consulté son gouvernement, c'est-à-dire sa femme. Enfin, je rigole, c'est pas drôle. Sa DAF, et la DAF, elle dit que ça marche, la RH, elle dit que ça marche. Et donc là, le gars, il est en vert sur les 5 points que je vous donne. C'est magique. Et je dis, et alors ? Ben, il me dit 2 ans. 2 ans quoi ? 2 ans que j'y arrive pas. Donc là, j'étais un peu embêté parce que ma théorie, que je trouve magnifique, moi, elle m'émeut, eh ben, elle était parfaitement inopérante. Donc j'étais un peu embêté. Et je rescanne avec lui, prise de conscience maximum, désir fort, croyance totale, savoir à fond. Donc à partir de ça, il le choisit. Je ne vois pas pourquoi ça bloque. Alors, je me tourne vers ceux qui sont autour, qui le connaissaient. Je dis, à votre avis, pourquoi ça bloque ? Moi, je ne le connais pas, ce gars. Donc, particularisme régional, on est à Marseille. Première proposition de l'Assemblée. C'est marrant, il la voit arriver au premier rang, la première proposition. Immédiatement, il le sonde sur sa partie bitesticulaire. T'as pas les couilles. Moi, je suis expert, je vais voir. Je ne peux pas me prononcer sur l'usage, mais il les avait. Ça veut dire que la première réflexion qui a été de dire « tu manques de courage ». Et dans ce que vous êtes en train de traverser, parfois on peut se poser la question « est-ce qu'on ne manque pas de courage ?» Non, il ne manquait pas de courage. D'où ça venait. Alors j'aimerais vous livrer ce dernier point, parce que je pense que dans ce que vous traversez, c'est un des points clés. Je tourne le truc dans tous les sens et je n'arrive pas à trouver. Et à un moment donné, je me dis, mais votre entreprise, elle vient d'où ? Alors son entreprise, elle avait été fondée par son papa, qui était mort il y a 15 ans. Ok. Je dis, pourriez me parler de votre père ? Alors son père, lui, il bossait à mi-temps. 12 heures par jour, tous les jours. Et comme dirait Coluche, le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Avec ce référentiel-là, il a développé sa boîte, enfin il l'a créé et développé, du local au régional, et à la fin de son parcours, juste avant sa retraite, il avait un rayonnement quasi national. Avec ça, il a monté le niveau social de sa famille. Tu ne peux pas qualifier ce référentiel de mauvais, c'est pas possible. C'est pas possible. Le fils, il a pris le même référentiel. Par croissance externe, il a développé du national à l'international. Tu ne peux pas dire que c'est un mauvais référentiel. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi il n'arrive pas à bosser à 4/5e ? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle un conflit de leadership. Il y a un conflit entre le référentiel hérité, qui est bon, et son actualité d'être. Je dis ça pour les jeunes générations. Regardez les vieux.
Il y a plein de trucs que tu fais dans ta vie, tu les fais parce que tu es mu par tes ascendants. C'est ton nom qui fait tout ça. Ton nom NOM. Ce que tu as reçu. Tu fais ça un peu en tant qu'héritier. Est-ce que vous vous souvenez du premier acte que vous avez posé où vous avez fait un pas en avant et vous l'avez fait au nom de votre prénom, au nom de qui vous êtes? Vous êtes le premier dans votre lignée, votre profession, votre famille à poser cet acte. Il y a un dirigeant qui m'a levé la main pour me dire « Je suis fils de fonctionnaire, mes grands-parents étaient fonctionnaires, mes arrière-grands-parents étaient fonctionnaires, je suis entrepreneur. » Je lui dis condoléances. Il m'a dit ça a commencé très tôt, quand à 15 ans j'ai dit que je ne voulais pas être fonctionnaire. Mes parents m'ont envoyé chez un psy. C'est vrai, hein? Ben là, il dit, moi, le pas en avant, c'est quand j'ai voulu entreprendre, et c'est arrivé très tôt, et il n'y a rien dans ma famille qui était disposé à ça, j'ai insécurisé tout le monde. Le mot manquant à cet homme, ce n'était pas une carence de courage, de croire. Ce qui lui manquait, c'est de s'autoriser. Et je crois que le moment particulier de l'histoire où vous êtes, c'est une invitation à ça. Je vous ai dit tout à l'heure, quand un référentiel se confronte à un autre, quand un leadership se confronte à un autre et qu'on a à l'intérieur, vous savez ce que ça génère? De la culpabilité. Parce qu'on a l'impression de ne pas être fidèle au référentiel qu'on a reçu et de ne pas être fidèle à ce qu'on devrait vivre. Ben, quand tu es coincé entre ton nom et ton prénom, entre ton héritage et ton actualité, tu culpabilises et la culpabilité, elle t'incapacite. Ben, je crois que peut-être une des forces incroyables de ce que vous êtes en train de vivre, c'est de vous permettre de sortir de ça, quoi. Pourquoi? Parce que je pense que, et je termine là-dessus, il me semble que ce que vous êtes en train de vivre vous appelle à vous autoriser à prendre votre destin en main. Ce qui n'est pas l'origine de votre profession, qui est d'être des sachants experts au service exécutant. Je pense que le temps que vous vivez est un temps peut-être à vous autoriser à être acteur, pas être suiveur. Et c'est peut-être la première fois dans votre profession que vous le saurez. Peut-être vous autoriser à être des leaders, to lead, conduire, mener, pour exercer l'autorité. L'autorité en latin, augere, pour faire grandir. Peut-être que le temps que vous vivez, c'est un temps pour vous autoriser à être des décideurs, comme jamais vous l'avez été. Avant, beaucoup d'entre vous, de mobiliser votre capacité sur l'expertise, bougez-la en temps, comme et femmes, dirigeants d'entreprise. Peut-être aussi vous autoriser à vous lier les uns aux autres, en d'autres termes, à être collaboratif. Parce qu'on vit un temps qui est assez extraordinaire pour ça, le croisement entre une autorité verticale, dont vous êtes largement héritier, et une montée en puissance de l'autorité horizontale. En d'autres termes, je crois que ce qui est en train de profondément vous éprouver, si vous le choisissez, c'est peut-être un événement très particulier pour vous autoriser à vous emparer de l'événement, pour vous y déployer. Merci.